aujourd'hui, je vais vous parler en fait de comment identifier les émergences virales. Alors, qu'est-ce qu'une émergence? Je pense qu'on le sait tous à peu près, c'est l'apparition d'un nouveau pathogène sur un hôte donné. Ce sont des phénomènes naturels, dynamiques, issus de conjonction de plusieurs événements. Il faut avoir tout d'abord une exposition, c'est-à-dire un contact entre le virus et un hôte potentiel. C'est dû généralement à des distributions différentielles, des grands bouleversements écologiques. Puis il faut qu'il y ait une infection, une adaptation. Il faut qu'il y ait un saut d'espèce, une barrière à casser. Et l'adaptation se fait généralement, elle est permise par la plasticité des génomes. On va parler surtout des virus aujourd'hui. Donc la plasticité des génomes viraux qui est très variable et très importante. Ils ont également un cycle viral très court. Et puis ensuite, c'est tout ce qui est dissémination avec la transmission, les vecteurs. Donc c'est aussi, ça fait appel aux grands bouleversements et changements écologiques. Et tout ça amène à l'émergence virale. Et pourquoi je parle des émergences virales, c'est que c'est un papier qui date déjà depuis une petite vingtaine d'années maintenant, mais en fait, la moitié des maladies qui sont émergentes sont causées par des virus. Et la grande question, c'est comment peut-on les détecter et les observer? Donc, il y a eu une grande évolution dans les méthodes de détection. Je vais me focaliser sur les méthodes de détection chez la vigne. Donc, dans les années 1950, il y avait l'indexage, et il y a toujours l'indexage biologique qui est utilisé dans la certification. Ça détecte une maladie, la sensibilité est plus ou moins importante, le coût est très important, et le temps d'analyse, en tout cas, est très largement, est supérieur à 1 an. Ensuite, dans les années 50, avec l'avènement des tests immunologiques et l'ELISA, on arrive à détecter une espèce virale, et la sensibilité est un peu plus accrue, les coûts sont drastiquement diminués, et l'analyse dure à peu près 2 jours. Dans les années 90, avec l'avènement des analyses PCR, donc l'amplification du génome, on va pouvoir détecter plusieurs espèces virales, voire même des variants viraux bien spécifiques, une sensibilité accrue et des tests très rapides. Mais je voudrais simplement dire, c'est que toutes ces analyses, ces techniques, sont des techniques a priori, c'est-à-dire qu'on va utiliser des éléments pour pouvoir identifier quelque chose de connu. Sont arrivées ensuite les techniques HTS ou High Throughput Sequencing pour séquençage au débit. La première étude faite sur vigne était faite en 2010 et on a changé un tout petit peu de paradigme. Cette fois-ci, on a pu se focaliser ni sur une espèce, ni sur un ou plusieurs variants, mais on va théoriquement détecter le virome, c'est-à-dire l'ensemble des génomes viraux qui sont présents au sein d'un échantillon, que ce soit les virus qui infectent notre hôte principal, la vigne, mais c'est également, on va pouvoir détecter les virus qui infectent l'environnement de la vigne, que ce soit les champignons ou des insectes. Donc d'où vient cette technique HTS? Ça vient en fait, ça a été mis en place au cours des années 90, depuis le démarrage du projet Génome humain, où si on avait utilisé les techniques de l'époque, la fin du séquençage du génome humain aurait été fait en 2026. Et en fait, le génome humain a été terminé en 2003, donc il y a eu un bond en avant de 23 ans. Et ensuite, un certain nombre de laboratoires se sont accaparés ces méthodes pour faire un certain nombre d'études. Je ne vais pas trop en parler, mais je pense qu'on a tous entendu parler de la métagénomique environnementale, que ce soit l'étude du microbiote humain ou tout ce qui était métagénome marin. Et donc tout ça a permis en fait une diminution drastique des coûts. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, le coût d'un séquençage génome humain est à peu près de 100 millions de dollars. Et maintenant, on est autour de 2000 $. Et avant, ça mettait entre 2 à 3 mois. Maintenant, on peut faire ça dans la journée. Donc, toutes ces diminutions de coûts, de temps, etc., nous permettent, nous, maintenant, pathologistes qui travaillons sur les plantes, potentiellement d'utiliser ça comme outil de diagnostic. Mais ce n'est pas uniquement un outil de diagnostic. Je pense qu'Éric Duchesne en a parlé un tout petit peu. On peut avoir beaucoup d'informations sur différents cépages, sur différents génomes. Donc, on peut faire du séquençage de génome de la vigne. On peut faire également l'utiliser en tant qu'outil de transcriptomique, essayer d'identifier des gènes ou des voies métaboliques qui sont dérégulées entre des plantes traitées et non traitées ou des plantes infectées ou non infectées. Et en ce qui me concerne, c'est un super outil de diagnostic. Ça nous permet de détecter des virus qui sont connus pour infecter la vigne. On a également la possibilité de reconstituer les génomes viraux, donc essayer de détecter des nouveaux variants, donc avoir une meilleure compréhension de la diversité génétique. Et puis, ça va nous permettre également de détecter des nouveaux virus qui sont présents dans l'environnement de la vigne.
Donc avant l'utilisation des techniques de séquençage de débit, on savait qu'il y avait à peu près une cinquantaine d'espèces virales qui infectaient la vigne. Et puis depuis, on a entre 30, même maintenant quasiment 40 nouvelles espèces qui infectent la vigne. Et donc on est autour de 3 à 4 nouvelles espèces découvertes sur vigne chaque année. Donc depuis moi, on essaye de monter un laboratoire commun entre l'IFV et l'INRAE, un laboratoire de recherche et développement qui utilise ces techniques de séquençage au débit. On se focalise pour le moment sur la virologie et la virologie de la vigne. Son petit nom, c'est Vitivirobiome, mais il est situé ici, ou il va être situé ici sur le biopôle. Et je pense qu'on a démontré ces dernières années une grande majorité des preuves de concept qui ont été réalisées déjà au laboratoire. On a montré qu'on pouvait utiliser les HTS sur vigne. On a développé, on a adapté des protocoles. Ils sont optimisables. On a aussi détecté un certain nombre de virus qui sont connus pour infecter la vigne, notamment le GFLV. On a beaucoup travaillé puisque c'est dans le laboratoire d'Olivier Lemaire on a démarré ces études. Mais on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas que le GFLV dans la vigne. Il y avait plein d'autres virus. Des virus qui sont présents dans quasiment toutes les vignes et d'autres qui ne le sont pas forcément. Mais on arrive également à reconstituer des séquences quasi complètes de ces virus, ce qui nous permet de développer des nouvelles amorces de détection en ce qui concerne la BCR. Donc on va avoir une meilleure exhaustivité de détection pour les autres virus. On a également, montré la détection de virus qui n'étaient pas présents en France ou qui étaient inconnus. C'est le cas ici en ce qui concerne un nouveau virus qui s'appelle le Grapevine Enamovirus 1, qui était détecté uniquement en Chine et au Brésil. Et on l'a retrouvé sur une plante en Champagne, sur un meunier, alors totalement par hasard. Alors ce que fait ce virus, on n'en a vraiment aucune idée, on ne sait pas quel est son impact. Par contre, on peut se rendre compte que ces techniques de séquençage au débit peuvent être très puissants en tant que détection de virus émergents. Puis ça nous permet également de détecter des nouveaux virus qui font partie de l'environnement de la vigne. On a également développé le data mining, c'est essayer d'aller rechercher dans les bases de données publiques mondiales des informations d'intérêt. Et ces informations, en fait, c'est lorsqu'on est scientifique, lorsqu'on a des résultats intéressants, on va les publier. Et maintenant, afin de publier les papiers, il faut qu'on soumette les données brutes. Et on peut se rendre compte ici que ces données sont en constante progression chaque année. On est passé de 110 bases de données d'intérêt en 2015 à quasiment à plus de 2000 à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a un protocole qui a été mis en place entre l'INRAE et l'IFV. L'INRAE fait beaucoup de travail de bibliographie, de téléchargement de données, de confirmation et de traitement des données de la vigne. Et puis ensuite, les données me sont restituées pour faire ce que j'appelle un diagnostic in silico, et c'est d'aller regarder dans ces jeux de données s'il y a des informations, des signatures qui correspondent à des virus. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et lorsque l'on couple tout cela avec des outils de modélisation, on arrive à modéliser justement la propagation virale de la parcelle à des grands mouvements internationaux. Et ça, on l'a montré en ce qui concerne le GPGV. On a fait la preuve de concept de l'intérêt du data mining, c'est-à-dire que ce virus, comme vous le savez probablement, les premiers symptômes ont été observés en Italie en 2003 et il a été caractérisé pour la première fois en 2012 en Italie aussi grâce à ces techniques de séquençage au débit. Et puis depuis, on a retrouvé ce virus dans la grande majorité des vignobles à travers le monde et il infecte une grande majorité des cépages. Avant de commencer l'étude, on avait peu ou pas d'informations génétiques sur la diversité de ce virus, et l'hypothèse sur l'origine du virus était l'Europe de l'Est. Et en fait, grâce à notre étude, on a pu montrer en fait que ce virus ne provenait pas de l'Europe de l'Est, mais de beaucoup plus à l'Est. C'était probablement de Chine et d'Asie très certainement. Il aurait émergé en 1850, puis il y aurait eu plusieurs vagues d'introduction en Europe dans les années 1950-1960. Alors on n'a pas pu montrer que ce sont des introductions directes ou indirectes. Par contre, ces années 1950-1960 ne sont pas totalement inconnues. C'est le démarrage de programmes d'amélioration génétique de la vigne qui utilisent généralement des vignes sauvages qui viennent soit des Amériques, soit d'Asie. Et puis aussi, ces années 50-60 se retrouvaient dans de très nombreux modèles entre des virus et des plantes. C'est en fait le démarrage
des grands échanges internationaux qui sont grandement facilités pour l'homme et pour le matériel. Et puis ensuite, il y a ce que j'appelle l'Europe, la plateforme de distribution de ce virus, où il y a eu plusieurs vagues de dispersion de ce virus. Tout d'abord en Amérique du Sud, dans les années 1980-90, ça correspond très bien à tout ce que l'on appelle la révolution du vin en Amérique du Sud. Puis il y a eu plusieurs vagues d'introduction en Amérique du Nord, dans les années 90-2000, et ça correspond plutôt bien à l'expansion des terres dédiées à la viticulture en Californie et dans le comté de Sonoma en particulier. Et puis il y a eu un retour à l'envoyeur à la fin des années 90, début 2000, de variants européens de ce GPGV, un retour en Chine à la fin des années 90, début 2000, qui correspond très bien au shift de la culture en Asie et en Chine en particulier, où il y avait beaucoup de terres dédiées à la culture de raisins de table, et ça s'est transformé pour la culture de raisins de cuve, avec un import massif de vignes françaises et européennes en particulier. Je voulais juste stresser quand même le point très important, c'est que tous ces grands mouvements internationaux se sont passés avant la caractérisation de ce virus. Donc il y a eu un papier scientifique qui a été publié, et puis je vous invite également à aller sur le site du PNDV, où on a fait un petit webinaire la semaine dernière avec Arthur, Anne-Sophie Spillemont, sur justement le GPGV, cette virose émergente. Donc je pense qu'on a démontré un certain nombre de preuves de concept, et maintenant on a plusieurs perspectives en ce qui concerne ces techniques HTS, qui sont situées à différents niveaux, notamment en ce qui concerne la filière. On pourrait imaginer l'implémentation des techniques HTS dans la stratégie de certification. Alors tout d'abord en complémentant les techniques actuelles et peut-être vers un remplacement futur, ça nous permettrait d'avoir une haute qualité de certification du matériel végétal. Ça pourrait être également associé à l'assainissement, ça pourrait être un contrôle de qualité ultime. Et puis c'est également, ça pourrait être utilisé pour les suivis sanitaires des têtes de clones, pour avoir une très très bonne traçabilité. Ensuite, il y a un autre niveau, c'est au niveau du terrain. Ce serait vraiment très bien d'essayer de répondre à des demandes de la profession qui sont récurrentes. Et ce sont des demandes qui remontent via les comités interprofessionnels, essayer d'avoir une réactivité vis-à-vis des symptomatologies nouvelles qui apparaissent dans les vignobles, que ce soit ici en Alsace ou ailleurs en France. Essayer d'avoir également peut-être une proactivité et une anticipation vis-à-vis des risques d'émergence, en utilisant le data mining par exemple, comme je vous l'ai montré. Et puis ça pourrait également être utilisé en tant que veille sanitaire du vignoble, avec une meilleure connaissance du statut sanitaire du vignoble français, puis mondial si on utilise le data mining. Et enfin, on pourra avoir également des perspectives scientifiques pour essayer de répondre à différentes questions, essayer de mieux comprendre, étudier l'impact des nouveaux virus qui sont identifiés chaque année, essayer de faire la démonstration des postulats de corps, parce que pour l'instant, leur impact, on ne le connaît pas trop. Je pense qu'il serait très important de développer des projets de recherche qui intègrent la diversité génétique des virus et non pas se focaliser sur un seul variant comme on a pu le faire jusqu'à présent. Essayer d'intégrer également les multi-infections qui sont la norme, et donc le virome en général, pour essayer justement de développer des stratégies de lutte contre les dépérissements et l'amélioration de la santé de la vigne. Puis j'ai terminé par cette diapo qui est en fait la production scientifique qui a pu être produite ces dernières années dans le cadre de notre laboratoire commun entre l'IFV et l'INRAE. On voit qu'on a acquis une certaine connaissance sur ces nouvelles techniques. Et puis c'est aussi un travail collaboratif, pas seulement l'IFV et l'INRAE, mais d'autres instituts, et puis également des fonds pour pouvoir faire la recherche. Donc j'en ai terminé.